La revue de presse. Tour d'horizon de l'actualité locale. Agathe Petit. Et comme tous les vendredis à 7h40, on la retrouve, Agathe Petit, pour la fameuse revue de presse des médias locaux. Bonjour Agathe. Bonjour Charles et bonjour à vous, chers auditeurs. Ce matin, je vais faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. Et je vais en surprendre plus d'un et même plus d'une. Charles, ce matin, j'ai décidé de réhabiliter la Vendée. Tout le monde a sa petite idée sur la Vendée et surtout sur ses habitants, les Vendéens. Ces idées sont souvent très drôles, mais elles restent des idées préconçues pour découvrir ce département souvent raillé. Il faut lire La Vendée pour les nuls. Vous êtes Vendéen d'origine ou d'adoption, vous faites partie de cette grande famille des Vendéens de cœur. Vous pensez bien connaître ce département devenu province, ce territoire chargé d'histoire, ce peuple doté d'une identité forte qui l'a maintenu à flot au milieu des pires vicissitudes. Ou bien vous voulez tout simplement les découvrir, alors cet ouvrage est fait pour vous. Il vient par ailleurs d'être primé. On écoute son auteur Michel Chamard qui dirige le Centre vendéen de recherche historique. C'est un grand plaisir, évidemment. C'est toujours un moment heureux pour un auteur de recevoir un prix. C'est surtout que c'est la première fois que je suis primé pour un ouvrage que je publie. Et puis, c'est un honneur dans la mesure où la Société des écrivains de Vendée, c'est sans doute l'association d'écrivains la plus dynamique et peut-être même la plus nombreuse en France. Et donc, d'être récompensé par une société de ce genre, surtout dans un département comme la Vendée qui compte un grand nombre d'écrivains, un grand nombre d'éditeurs, un grand nombre de salons littéraires, dont le plus connu est évidemment le Printemps du Livre de Montaigu, qui est devenu en 30 ans le plus grand salon généraliste de l'Ouest. Donc pour moi c'est important d'avoir cette reconnaissance, d'autant plus que je ne suis moi-même qu'un Vendéen d'adoption qui a été nul pendant une quarantaine d'années. Voilà des propos recueillis par la rédaction de RCF Vendée. Je crois que Didier veut nous dire quelque chose. La Vendée ne peut être complètement expliquée que si la légende complète l'histoire. Il faut l'histoire pour l'ensemble et la légende pour le détail. Voilà pour la petite blague. Très court extrait donc d'une comédie musicale de Didier Barbelivien sur l'histoire de la Vendée. Le morceau s'appelle J'irai te rejoindre en Vendée. Je tenais à réhabiliter également cette œuvre trop peu connue du grand public. Didier Barbelivien, enfin, je tenais à... je n'avais même pas dit, donc il avait... Enfin bref. Allez, on va revenir un petit peu vers chez nous, dans le vignoble nantais. On va aller à Gorges exactement, Agathe. Une nouvelle gare pour le vignoble, titre l'hebdo de Sévrémen cette semaine. Gorges qui se situe à mi-chemin entre le Palais et Clisson inaugure sa nouvelle station le 14 décembre, ce dimanche donc à 10h03 très précisément. 3 ans que le projet est sur les rails. Jusqu'en juillet prochain, 8 tram-trains s'arrêteront chaque jour dans un sens et 10 dans l'autre. Il y en aura ensuite plus d'une vingtaine lorsque le cadencement sera lancé. De quoi modifier les habitudes de cette commune de plus de 4300 habitants. Des habitants qui attendaient avec impatience cette nouvelle infrastructure et pour cause, l'ancienne gare de la Gohardière était perdue dans les vignes et totalement excentrée du bourg de Gorges. Pour la petite anecdote, sachez quand même que 15 000 personnes avaient participé à son inauguration en 1883. Alors le maire de Gorges, Claude Cesbron, la réclame cette nouvelle gare depuis son premier mandat en 2008. Les Pays de la Loire qui soutiennent le développement du tram-train n'ont pas mis longtemps à répondre positivement. La région finance d'ailleurs aux 3/4 cet investissement d'un peu plus d'1 million d'euros. La nouvelle gare doit solutionner 2 problèmes majeurs, l'encombrement de son homologue à Clisson et l'afflux de cars scolaires pour desservir le lycée privé, une quarantaine chaque matin et chaque soir. Allez, avant la sortie du second numéro, on va se pencher sur un nouveau magazine, Agathe, qu'on vous avait déjà présenté il y a de cela 2 mois au moment de sa sortie en kiosque. Je veux bien sûr parler de Thinkovery. Et vous voyez ici avec l'accent en plus. Voilà, l'accent anglais comme tous les jours bien sûr. Les oubliés de l'aide sociale, c'est le titre de ce dossier très dense et très intéressant que nous propose le trimestriel nantais. L'un des grands chapitres de cette enquête est consacré à ce que l'on appelle le non-recours aux droits sociaux, c'est-à-dire à tous ceux et celles qui ne font pas appel aux prestations sociales alors qu'ils remplissent les différents critères d'attribution. Ce phénomène de non-recours est dû
pour la plupart des cas à une méconnaissance du système. Ce n'est pas un mal franco-français, de nombreux pays sont concernés. On apprend notamment que le montant des aides sociales non réclamées en France est plus important que la fraude. Le montant de la fraude en France est de 4 milliards d'euros par an, tandis que celui du non-recours, rien que pour le RSA, le revenu de solidarité active, atteint 5,3 milliards d'euros. Et que si leur rôle est de réduire les inégalités, leurs effets sur la croissance sont, eux, du coup, beaucoup plus difficiles à constater. Ces prestations sociales, et ce n'est pas faute d'en entendre parler en ce moment, pèsent sur le coût du travail et donc en définitive sur l'emploi. Que faut-il comprendre alors qu'une partie des prestations sociales payées par les entreprises ne sont finalement pas utilisées? En cela, le non-recours est un scandale. On écoute les précisions de Philippe Varin, politiste et directeur de recherche au CNRS de Grenoble. Si scandale il y a autour du phénomène du non-recours, je pense qu'on peut le pointer à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est dans l'invisibilité du phénomène. Alors que celui-ci est flagrant, des mesures l'indiquent, on en parle très peu. En tout cas jusqu'à présent, quelque part les droits sociaux deviennent presque un gros mot, c'est quelque chose qui serait honteux et parce que justement rendu fraudogène dans les esprits du fait de ces discours répétés sur la fraude, en particulier la fraude aux prestations sociales, mais qui n'est rien à côté de la fraude fiscale. L'autre élément qui peut finalement faire apparaître le non-recours comme un scandale, c'est le fait que ce phénomène-là aggrave les situations d'un certain nombre de ménages, creuse des inégalités sociales. Et lorsque l'on sait, en l'occurrence aujourd'hui, que les prestations sociales représentent 30% du revenu brut imposable des ménages, le fait de ne pas accéder à ces prestations sociales, effectivement, peut mettre en difficulté un grand nombre de nos concitoyens. Un rapport de l'OCDE, en 2004, indiquait un taux moyen de non-recours par pays oscillant entre 20 et 40%. Voilà un entretien à écouter ou bien à réécouter en intégralité sur thinkovery.com. Le numéro 2, le magazine, sortira le 15 janvier prochain. Allez, on parle beaucoup de Notre-Dame-des-Landes depuis des mois, voire même des années, mais il n'y a pas que dans le bocage nantais que la lutte citoyenne fait rage en France, Agathe. De Notre-Dame-des-Landes et plus récemment encore du barrage de Sivins dans le Tarn, Terra Eco consacre une double page aux 10 principaux foyers de contestation en France. Voilà comment se présente le dossier. Dans le dernier numéro de Terra Eco, la mort de Rémi Fraisse, opposant au barrage de Sivins, a mis en lumière les connexions des zones à défendre, solidaires dans leur combat. Et ce, malgré la distance, c'est ce que nous explique Amélie Mouget, l'auteur de cet article. C'est bien que depuis 5 ans environ, un réseau de mobilisation citoyenne se tisse d'un bout à l'autre de l'Hexagone. On y trouve donc également la ferme aux 1000 vaches dans la Somme, le stade olympique lyonnais, la ferme des Bouillons près de Rouen, le grand contournement ouest de Strasbourg, la ZAD Patate de Montesson dans les Yvelines, le village Décathlon d'Orléans, le centre d'enfouissement des déchets de Bure dans la Meuse et enfin la scierie du Morvan. Ce dernier a même été baptisé pendant un temps Notre-Dame-des-Bois. C'est dire à quel point Notre-Dame-des-Landes fait office de référence. La survie de certaines de ces luttes dépend peut-être aussi, on peut le dire, de l'issue du conflit autour de l'aéroport nantais. Chronique de ces luttes en pages 14 et 15. De Terra Eco donc. Et on termine comme on a commencé la semaine dernière, c'est-à-dire on va parler cette fois des recettes de Noël. Et oui, c'est un dossier préparé avec l'association Produits en Pays de Ré, dans le courrier du Pays de Ré. Alors cette association née il y a 1 an et demi et elle regroupe agriculteurs, distributeurs et restaurateurs. L'un de ses objectifs, c'est de valoriser le savoir-faire et la qualité de nos produits locaux, régionaux, légumes, huîtres, moules, produits laitiers, viande, de quoi régaler nos papilles en cette période de fête de fin d'année. Alors au risque de vous mettre l'eau à la bouche, voici le menu proposé dans le journal. En entrée, des huîtres chaudes, des verrines de chair de crabe. En guise de plat de résistance, piccata de bœuf et noix de riz de veau dorées au sautoir. Et enfin, pour le dessert, une trilogie et une tarte fine aux pommes caramel. Le détail dans votre journal. Bon appétit, bien sûr. Voilà. Moi, ce que j'adore avec la gastronomie française, c'est qu'on est aussi imaginatif dans la compo des plats que dans l'appellation des plats. C'est parfait. Tout à fait. Cette farandole de mignardise qui nous accompagnera. Et je vois que ça t'inspire également. Ah, puis ouais, j'ai l'eau à la bouche, bien sûr. Et vous aussi, d'ailleurs, vous avez un panier gagnant à gagner. On vous le rappelle tous les jours de la semaine. Agathe, merci.
pour De cette rien. revue de presse. Un Avec rendez-vous dans plaisir, vos là. kiosques à journaux sur les principales stations de radio locales qu'on écoute parfois le matin, dans le vendredi, en tout cas dans la revue de presse. On te retrouvera lundi à la même heure, cette fois-ci pour un autre rendez-vous politique. L'invité Sun Politique de lundi, Agathe. Qui sera Christophe Clergeau, donc le premier vice-président à la région et candidat à la candidature socialiste pour la succession en décembre 2015 de Jacques Oxiette. Oui, pour les élections régionales. Tout à fait. Vous pouvez lui poser vos questions, hein, Agathe. Sur le Twitter de Sun, comme d'habitude, #SunPolitique ou bien sur notre répondeur, le répondeur des auditeurs au 02 43 32 12. Tout est dit. Merci beaucoup. À lundi pour l'invité Sun Politique et puis à vendredi prochain pour la revue de presse.